France 24 et La Première présente... Bonjour et bienvenue dans Outre-mer, l'émission consacrée à l'actualité, aux défis et aux richesses de ces territoires. L'actualité de la semaine est marquée par le passage de l'ouragan Beryl qui a ravagé les îles du sud de la Caraïbe. A tout de suite. L'ouragan Beryl aura donc été destructeur dans les îles du sud de l'arc antillais. Pour venir en aide aux îles grenadines dévastées, la Martinique y a envoyé plusieurs tonnes de denrées alimentaires et des groupes électrogènes. À Saint-Vincent-les-Grenadines, 90% des maisons ont été emportées par le cyclone. Le premier ouragan de la saison est très vite passé en catégorie 5, le plus précoce jamais enregistré dans cette catégorie. Et aux Antilles françaises, l'ouragan a été moins violent, mais ses dégâts sont considérables. En Martinique, des maisons ont été détruites. En Guadeloupe, Beryl laisse sous le choc les habitants de Rivière-des-Pères qui se relèvent à peine du passage de l'ouragan Fiona l'année dernière. Léla Zelouma. L'ouragan Beryl passé, il laisse derrière lui de nombreux dégâts matériels et psychologiques. En Guadeloupe, cette habitante du quartier de Rivière-des-Pères, encore choquée par ce qu'elle vient de vivre, se repasse en boucle le récit d'une nuit cauchemardesque. Mais entendant un gros bruit, même pas attention que c'était là qui était monté là. Chez Roselise, même constat, son domicile a encore une fois été inondé. La première fois, c'était avec l'ouragan Fiona. Aujourd'hui, elle est résignée. Et j'ai vu la mer qui venait par là, j'ai vu l'eau qui rentrait sur la place. Jusqu'à un certain heure, je suis restée jusqu'à minuit, 1h ou 2h du matin, à regarder comme ça. De sorte la maison remplie de sable, de l'eau de mer. En Martinique aussi, où l'ouragan est passé au plus près du littoral, ce quartier du Prêcheur a subi énormément de dégâts. La plupart des habitations y sont totalement détruites. Aucune victime n'est à déplorer, mais la mairie tente aujourd'hui de reloger les sinistrés. Nous avons pris contact avec les bailleurs sociaux pour savoir s'ils étaient en mesure de nous mettre à disposition des logements qui seraient vides sur le Prêcheur pour accueillir ces gens. Outre le relogement, se pose la question de la prise en charge par les assurances. Dans cette commune martiniquaise, nombreux sont les propriétaires à ne pas avoir souscrit de garantie dommage obligatoire. Cette décision inédite de la Cour d'appel de Nouméa, elle maintient en détention provisoire 5 des 7 militants kanaks de la CCAT transférés dans l'Hexagone. Les 2 femmes, mères d'enfants en bas âge, sont placées sous bracelet électronique et assignées à résidence pendant 6 mois dans l'Hexagone, à 17 000 km de la Nouvelle-Calédonie. Une procédure exceptionnelle. Martin Chamasson, Cédric Michaud. Les membres de la CCAT incarcérés dans l'Hexagone et à Nouméa seraient considérés par la justice comme les commanditaires présumés des violences déclenchées le 13 mai dernier. Crise insurrectionnelle qui a causé la mort de 9 personnes et engendré plus de 260 milliards de francs pacifiques de dégâts. Après des appels déposés, la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Nouméa a rendu son délibéré. Le maintien en détention a été prononcé pour 5 prévenus masculins. Une décision différente concerne Frédéric Mouliava, incarcéré à Rion, et Brenda Wanabo à Dijon. Et les 2 femmes ont été placées sous bracelet électronique en métropole dans le cadre d'une assignation à résidence pour une durée de 6 mois avec un certain nombre d'obligations et notamment une interdiction de contact et une interdiction de parler de ce dossier dans la presse. Chaque personne a pu justifier d'une adresse en métropole et nous, c'était le combat qu'on menait, expliquer que la détention, notamment de Mme Wanabo, n'était pas justifiée et qu'elle devait être placée sous bracelet électronique. La Cour nous a suivis, ça nous rassure sur la poursuite des diligences et la poursuite de cette instruction. Maître Calmet affirme que ses clients, je cite, n'ont jamais appelé à la violence. Il a évoqué la situation de Guillaume Vama, maintenu en détention à la maison d'arrêt de Bourges, et Joël Chibaou au camp Est à Nouméa. On va faire un pourvoi en cassation pour les personnes qui sont restées en détention, donc s'agissant de nos clients pour M. Djibaou et M. Guillaume Vama. Et bien évidemment, on continuera le combat judiciaire pour pouvoir démontrer leur innocence et pour pouvoir permettre qu'ils puissent être mis en liberté par rapport aux faits qui se sont reprochés. Le maintien en détention concerne également le leader de la CCAT, Christian Théin, à Mulhouse, Dimitri Théin-Kenegay et Gilles Joredi, incarcérés à Nouméa.
Un appel déposé par Erwan Wafeane sera étudié le 10 juillet prochain. Celui de Steve Ounin avait déjà été rejeté. C'est une première. Un séminaire sur le crime organisé dans le secteur minier a réuni des experts guyanais de toute la région au Suriname. Une initiative de l'Organisation des États américains, des États-Unis et du ministère surinamais de la Justice. Parmi les sujets abordés, la vente sans contrôle du mercure pour l'orpaillage. C'est notre dossier, signé Laurent Marot et Jonathan Lariot. Sur la rive surinamaise du Maroni, on achète du mercure facilement et sans contrôle. 50 € les 300 grammes, achetés ici en caméra cachée en face de Maripasoula. Les chercheurs d'or clandestins utilisent ce produit toxique pour récupérer l'or. Chaque année, plusieurs tonnes de mercure entrent illégalement en Guyane, contaminant poissons et populations. En 2018, le Suriname a ratifié la Convention internationale de Minamata qui vise à interdire l'usage du mercure, mais il est toujours importé clandestinement. Thème abordé par Paramaribo lors d'un séminaire sur la lutte contre la criminalité organisée dans le secteur minier au Suriname. Notre pays, le Suriname, n'accorde plus de licence pour importer du mercure parce que nous avons signé la convention de Minamata en 2018. Durant mes recherches, j'ai constaté qu'une petite partie venait du Guyana où c'est légal. Le mercure vient aussi par bateau, par le port. Il s'agit d'énormes quantités car pour récupérer 1 kg d'or, il faut 1,3 kg de mercure. Parmi les participants à ce séminaire, des acteurs de la lutte contre l'orpaillage clandestin en Guyane. Chaque année, des dizaines de kilos de mercure sont saisis côté guyanais, mais les enquêtes s'arrêtent à la frontière surinamaise. La difficulté, c'est la coopération transnationale ou internationale. Et le but de notre présence ici aujourd'hui, c'est de bien nous identifier en tant qu'acteurs sur ce volet-là et de développer les relations internationales que l'on peut avoir, qui sont en complément de celles qui sont déjà en cours, mais il faut les développer, les pérenniser, de façon à pouvoir obtenir des résultats significatifs dans nos enquêtes. Au Suriname, une bonne partie de la production aurifère se concentre dans la région du Maroni, mais les moyens de contrôle manquent et la corruption freine la lutte contre les trafics. C'est un énorme problème. La corruption, il n'y en a pas qu'au Suriname, mais chez nous, les gens sont faciles à corrompre et facilitent la corruption. C'est un cancer dans notre économie et pour nos politiciens. À l'image de ce député du parti présidentiel, des élus s'engagent au Suriname contre la criminalité organisée en sollicitant des soutiens internationaux telle l'Organisation des États américains qui organisait cette réunion à Paramaribo. En Guadeloupe, pour prendre soin des plus démunis, un bus dédié à l'hygiène parcourt les communes. Ce dispositif de la Croix-Rouge permet aux personnes défavorisées, souvent à la rue, de prendre une douche. C'est la bonne idée d'Outre-mer. Mathilde Boucher avec Guadeloupe la première. C'est une véritable salle de bain itinérante. Depuis janvier, le bus douche de la Croix-Rouge parcourt la Guadeloupe à la rencontre des personnes les plus démunies. J'apprécie ce qu'ils font et ça aide plusieurs personnes, ouais, parce qu'il y a des gens défavorisés, il y a des gens qui fument la drogue, il y a des gens qui ont des problèmes de famille, ils sont dans la rue maintenant. Ouais. Le bus douche est aménagé pour que les usagers passent un moment en toute intimité et à la fin, ils repartent avec une petite trousse d'hygiène dans laquelle ils retrouvent dentifrice, gel douche, mousse à raser ou bien encore protection hygiénique pour les femmes. C'est essentiellement de l'hygiène, donc on a des vêtements, on leur propose une collation, on a des vêtements, ils prennent la douche et après voilà, ils ressemblent à notre apparence, favorise l'estime de soi. Après la douche, les usagers peuvent également effectuer un dépistage santé. Plusieurs types de tests sont pratiqués, comme le VIH, l'hépatite C et l'hépatite B. Ce sont des tests qui sont faits en 15 minutes. Et ça permet donc aux usagers de prendre conscience et surtout de savoir où est-ce qu'ils en sont. Le bus douche a d'ores et déjà parcouru plus d'une dizaine de communes et poursuit actuellement son évaluation afin d'identifier celles qui ont le plus besoin de cette action.
Nous vous proposons de découvrir une discipline qui se pratique en Polynésie, le lever de pierre. Heiari Tayata et Marcel Bonneau ont assisté aux entraînements avant les Jeux traditionnels polynésiens. C'est impressionnant, regardez. 113 kilos. C'est la première fois que Cédric porte une pierre aussi lourde. Il vient des Marquises et il a décidé il y a seulement 5 semaines de se mettre au lever de pierre. C'est un sport qui m'impressionne, de voir les Polynésiens comme ça, soulever des gros cailloux. C'est un sport de guerrier. C'est différent, c'est un mélange entre technique, entre puissance. Voilà, c'est un beau sport, c'est les Polynésiens. Voilà. Son ami Kevin commence lui aussi. Dans leur archipel, cette discipline n'est pas du tout pratiquée. Bon, je ne suis pas très fort, mais bon, je suis content quand même d'essayer. Voilà. L'objectif, c'est de mettre le caillou sur l'épaule. Une fois levé, c'est bon. Si on ne fait pas un bon temps, ce n'est pas très grave, au moins on l'a fait. Ces nouveaux leveurs de pierre ont la chance de s'entraîner avec Pinot, ancien grand champion. Il leur donne les bases pour progresser en toute sécurité. Depuis 5 semaines là maintenant que je m'entraîne avec eux, ils ont beaucoup évolué. Je vois qu'ils sont conscients qu'il y a un danger par derrière. Et je suis confiant aussi pour eux pour faire la compétition contre les gens de l'extérieur. Affronter ceux de l'extérieur, en particulier ces Néo-Zélandais. Lors de la dernière édition, ils avaient battu les Tahitiens dans 2 catégories sur 8. En recrutant dans les 5 archipels, les Polynésiens espèrent redevenir les rois incontestés. Et c'est la fin de cette édition. Pour réagir et revoir l'émission en direction france24.com, lapremière.fr et les réseaux sociaux. Merci de votre attention. L'information continue sur France 24. Bonjour, je suis Laure Manin d'Actuel, l'émission de celles qui font changer le monde. Chaque semaine, découvrez nos reportages et interviews sur ces personnes qui font bouger les lignes d'une société encore largement dominée par les hommes. Retrouvez-moi dans Actuel sur France 24 et france24.com.
Les écrans, c'est cool. Pour se retrouver en famille, souffler en fin de journée, vibrer pour son équipe ou ses héros préférés. Mais il est important que les parents maîtrisent leur utilisation, en évitant par exemple d'exposer leurs enfants pendant les repas ou avant de dormir. Pour les plus petits, les écrans resteront éteints. Avant 3 ans, un enfant a besoin de bouger pour découvrir le monde, développer ses 5 sens et échanger avec son entourage pour bien grandir. Plus d'informations sur arcom.fr.